Salut tout le monde et bienvenue sur probowlers.fr pour un nouveau Pro Bowlers Live. Alors vous le savez, hein, depuis quelques temps, on se donne rendez-vous très souvent sur la page Facebook probowlers.fr pour vous parler de l'actualité des joueuses et des joueurs du basket français. Une actualité plus ou moins importante, des joueurs et des joueuses de basket qui ont aussi envie de prendre la parole, des joueurs de basket et des joueuses de basket qu'on met en avant et qu'on vous présente si vous les connaissez pas forcément. Ce soir, on reçoit un champion de France, Pro A avec l'Asvel. C'était en 2016. Il s'appelle Édouard Choquet. Édouard Choquet, il est à Fos-sur-Mer ce soir. Alors, Édouard, si tu peux m'envoyer un petit message pour me dire que tu es bien connecté sur ce live. Comme ça, je vais pouvoir t'inviter. Si c'est le cas, tu m'envoies un petit message dans le bandeau en bas et je pourrai voir que tu es bien avec nous dans ce live. Vous, en attendant, si vous avez des questions à poser à Édouard Choquet, champion de France avec l'Asvel en 2016, club de Tony Parker, du président Parker, ben vous envoyez vos vidéos dès maintenant en direct. Alors j'espère qu'Édouard est bien connecté. Normalement, ça devrait le faire. Avec lui, on va parler du basket français, du basket américain, parce que depuis quelques jours, il y a un buzz qui se crée entre les joueurs américains et les joueurs français. Ça buzz un petit peu, ça clash un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. Alors sur probowlers.fr, on donne juste la parole aux joueurs et aux joueuses du basket français qui veulent réagir par rapport à l'actu. On va parler des joueurs au chômage aussi, parce qu'il y a du très très lourd, encore sans club, notamment des joueurs comme Antoine Mendy ou encore Ali Traoré, qui font partie du top 10 des meilleurs scoreurs toujours en carrière, mais ils sont sans club en ce moment. Avec Édouard Choquet, on va parler également de sa saison avec Fos-sur-Mer qui va débuter dans quelques jours maintenant avec la Leaders Cup Pro B. Et puis après, ce sera mi-octobre pour la Pro B de basket. Alors, Édouard Choquet, si tu es chez toi, du côté de Fos-sur-Mer, envoie-moi un petit message, s'il te plaît, pour me dire que tu es bien connecté. Il y a du monde sur le live qui vient de se connecter. Il y a Benoît qui est avec nous. Voilà, Edouard qui est là, super. Je vais pouvoir aller inviter Edouard dans. Edouard qui est à Fos-sur-Mer ce soir, 19h32. On se connecte chez lui. J'espère que c'est pas l'heure C'est du bon, repas pour les je petits. suis là. Salut Edouard. Salut, ça va? Est-ce que tu m'entends? Alors attends, bouge pas. Je vais mettre le casque de mon côté. Comment ça Moi, je va? t'entends très bien. Ouais. Ça va très Bouge bien, pas, et bouge pas, toi? bouge pas. Je vais brancher tout ça de mon côté aussi. Et normalement, voilà, super. Comment ça va, Edouard? Bah écoute, très bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Très bien. L'entraînement s'est bien passé parce que je sais que tu avais entraînement cette fin de journée. Ouais, ouais, nickel. Bah, on a préparé le match de demain, là, donc écoute, ça s'est bien passé. Plutôt Match, cool. match de prépa? Non, non, début de la Leaders Cup Pro B qui démarre demain, donc, et on va jouer à Aix-Maurienne. Donc le premier match de poule de la Leaders Cup. D'accord. Comment tu vas en ce début de saison? Est-ce que l'intersaison s'est bien passée? Oui, ça va, ça va. Disons que j'ai retrouvé mon club un peu de cœur, on va dire, puisque je suis retourné À Fos? chez un vieil amour à Fos, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que on a un bon projet, on a une vraie ambition d'essayer de monter en proie. Donc pour moi, c'est un beau challenge et c'est vrai que j'ai hâte que ça commence et je pense qu'on a vraiment une équipe sympa, donc on a une carte à jouer, je pense. Bon. Si vous nous rejoignez juste sur le Pro Bowlers Live, Edouard Choquet répond à toutes vos questions et répondra à toutes vos questions à la fin du live. N'hésitez pas à envoyer plein de messages comme ça pendant le live. Dans le sommaire, Edouard, j'ai évoqué un sujet dont tu voulais parler ce soir parce que Pro Bowlers Live, c'est évidemment l'actualité des basketteuses et des basketteurs français, mais c'est également l'occasion pour toi et d'autres joueurs et d'autres joueuses de prendre la parole. Il y avait un sujet que tu voulais évoquer en ce début de ce Pro Bowlers Live, c'est le basket français. Comment tu vois l'avenir du basket français avec les joueurs US, les JFL? Raconte-nous un petit peu tout ça. Bah disons que c'est un gros débat actuel, j'ai envie de dire, et bon, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur toute forme de plateforme, on va dire, que ce soit les Twitter et compagnie. Il y a eu des gros débats récemment et c'est vrai que ça a fait. Je suis pas sûr que ça ait donné une bonne image, notamment des joueurs, parce que récemment il y a eu un gros débat sur Twitter où c'est parti un peu en live, on va dire, Mhm. et avec des avis divergents. Certes, c'est un fait. Je conçois que beaucoup de joueurs aient des avis qui divergent et ça peut se concevoir, mais à un moment donné, on peut pas non plus s'afficher, j'ai envie de dire, sur Twitter comme ça et ça aurait été. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits? Parce que celles et ceux qui connaissent le basket, forcément, connaissent le problème dont tu parles, mais peut-être que quelqu'un va voir le live ce soir, ou peut-être un peu plus tard en replay sur YouTube. C'est quoi ce fameux débat, joueur français, JFL, joueur américain?
Par rapport, tu parles à ce qui s'est passé sur Twitter ou Ouais, ouais. plus globalement? Bah alors, sur Ben, Twitter, sur parce Twitter, que en c'est fait, tout chaud. c'est parti d'une interview d'un joueur de basket, Andrew Albisi, qui a grosso modo dit qu'il comprenait les coachs en France et qu'il lui aussi, s'il avait le choix, il ferait jouer plus d'Américains que de Français, grosso modo, hein. Je vais caricaturer. Du coup, il y a eu beaucoup de réactions de pas mal de pas mal de joueurs français, notamment sur Twitter, et c'est parti un peu dans tous les sens. Edwin Jackson a parlé, Georges Joseph a parlé, enfin beaucoup de joueurs ont parlé. Moi-même, je me suis exprimé. Hmm. Et c'est vrai qu'au final, il y avait pas mal de points de divergence. Et c'était pas toujours, ça volait pas toujours très haut. Et résultat, c'était devenu public sur la twittosphère, on va dire. Et c'est dommage parce que ça n'a pas rendu une bonne image des joueurs. Ça a montré un peu que les joueurs n'étaient pas forcément unis à ce sujet, ce qui peut être, on peut l'accepter à la limite. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit que ça vole un peu plus haut et que ça réfléchisse plus à l'avenir du basket français globalement, plutôt qu'à chacun son point de vue et ce qui l'arrange à l'instant T, quoi. Alors, encore une fois, sur probowlers.fr, on vous donne la parole. On n'est pas là pour créer quelques débats que ce soit. Vous avez la parole Bien en sûr. direct. C'est du direct. Pour toi, il faudrait un peu plus la place pour les joueurs français, soit voilà, les fameux JFL, les joueurs formés localement. Voilà, plus de temps de jeu, plus d'espace et puis surtout plus de Français dans le recrutement, dans le banc. Alors déjà, le premier élément, je pense, c'est que il faut pas que le statut de JFL soit comment dire, comme une planque et on est JFL, donc ça va, on a notre temps de jeu assuré, notre argent assuré, nos contrats assurés, c'est pas le but et je pense que ça doit pas être le principe de la loi JFL, on va dire, et du système de JFL. Maintenant, il faut mériter sa place, comme tout le monde, travailler dur pour gagner sa croûte. Ça, jusque-là, on l'accepte. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans les mentalités globalement, et il y a eu aussi l'affaire Alain Weiss, il faudrait tout traduire pour ceux qui nous rejoignent, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi l'affaire d'Alain Weiss qui grosso modo, parlait des entraîneurs qui avaient des entraîneurs français pardon, qui avaient de moins en moins de place en Pro A, alors que après calcul, il s'avérait qu'il y avait sur 36 coachs en LNB, il y avait 32 coachs qui étaient français. Mm. Et nous, joueurs, quand on a lu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Pourquoi les coachs se plaignent alors que nous, joueurs, on peine à être à représenter à hauteur de 40% en LNB, pro aprobé confondu. Donc c'est vrai que ça a commencé à lancer un peu les hostilités, on va dire, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux notamment. Mm. Et c'est vrai que je dis pas qu'il faudrait qu'il y ait moins de joueurs étrangers ou c'est pas, ça doit pas être non plus le fond du débat. Les étrangers, les Français d'un côté, ça doit pas être non plus être une guerre comme ça de nationalité, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faudrait, je pense que ce qui serait intéressant de réfléchir, c'est l'avenir du basket français et savoir où on veut aller parce que le basket français est un peu en train de partir en cacahuète. Même si j'ai regardé quelque chose récemment et j'ai vu que le basket français comptait 660 000 licenciés. Ouais. 660 000, c'est énorme. Ça en fait le deuxième sport co le plus développé en France, loin devant le rugby, qui est pourtant beaucoup plus médiatique, Mm. et loin devant le hand aussi. Et c'est vrai que quand on voit ces chiffres-là, on se dit mais comment le basket en France ne peut pas être plus médiatique et plus développé? Et je pense qu'il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le public ne s'identifie pas à ces équipes. Les sponsors non plus peut-être, et c'est vrai que je suis pas sûr que les effectifs qui soient renouvelés fréquemment, des joueurs étrangers qui viennent, qui vont, qui s'en vont, qui repartent, cette politique un peu de court terme fait qu'aujourd'hui l'identification au basket français a du mal à se faire, et je pense qu'en plus, si on rajoute à ça les nouvelles fenêtres internationales de la FIBA qui arrivent, et qui vont faire que l'équipe de France va devoir être une équipe de France de joueurs de Pro A, Mm. puisque si ça continue comme ça, même s'il y a un débat qui est lancé par rapport à ça, les joueurs d'Euroleague et de NBA ne pourront pas venir, ni même d'Eurocup d'ailleurs. D'ailleurs, Jean-Pierre Ciuta, le président de la Fédération française de basket, s'est exprimé à ce sujet aujourd'hui dans la presse. Ouais, ces fameuses fenêtres internationales. Voilà, Il ne tout fait à pas fait. forcément confiance aux grandes instances internationales. Il attend de voir, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un problème, quoi. Ouais, c'est un problème parce que au final, ben, notre équipe de France pendant les fenêtres internationales, si ça continue comme ça va être, oui, il y aura quelques joueurs français majeurs Pro A qui existent, des Labéry, des Lacombe, ok, ils Mm. existent. Mais globalement, on va Mais c'est pas retrouver la avec vraie équipe de France, pour toi. voilà, des 6 7 8e, 9e hommes qui seront des joueurs, si ça se trouve, qui seront même pas des joueurs majeurs de leur équipe, quoi. Donc Mm. ça m'a fait rigoler. J'ai entendu un débat là-dessus sur une émission récemment qui parle de basket français où, grosso modo, on remettait en question les sélections du All-Star Game et les joueurs français au chômage et compagnie. Mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant de pointer du doigt les joueurs. Et c'est vrai que si les joueurs français n'ont même pas de rôle
de rôle important en Pro A et comment ils vont être performants en équipe de France et amener l'équipe de France en qualification pour la Coupe du Monde. Surtout que c'est des 2019. joueurs à qui on va dire ciao au moment de la Coupe du Monde, parce que les pointures entre guillemets vont revenir. Tu viens de Et ça, c'est parler. du court terme. Ouais, Pardon. Euh, je t'en prie, Et vas-y. sur du long terme, ça peut amener à une équipe de France, si ça continue comme ça en tout cas. Nos jeunes ne joueront plus ni en Pro B ni en Pro A, ou joueront très peu, et ce sera vraiment les meilleurs de chez meilleurs qui sortiront, et eux finiront en NBA, et le reste, il y aura un énorme clivage entre les top joueurs français et le reste, quoi. Donc je pense qu'à terme, ça peut être compliqué. Tu viens de parler des joueurs au chômage. Dans le top 10 probowlers.fr des joueurs toujours en carrière, bon, bah, il y a l'amiral, hein, Amarassi qui est numéro 1 avec 4042 points marqués toujours en activité. Dans ce top 10, il y a 2 joueurs au chômage, Ali Traoré qui figure à la 5e place de ce classement, et puis également Antoine Mendy qui est 8e de ce top 10 de joueurs en activité voilà, par rapport à leurs points marqués en carrière. Et il y a aussi, on pense aussi à Mike Djellabal qui a toujours pas de club. Ces 3 joueurs aujourd'hui sont au chômage, et j'imagine qu'en tant que coach de basket, recruter Traoré, Mendy ou encore Djellabal, ce serait bien. Est-ce que le problème que tu as évoqué il y a quelques instants, ça pourrait expliquer que ces joueurs-là n'aient pas aujourd'hui de club? Bien sûr, après, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Je ne les connais pas personnellement, je ne sais pas non plus quels sont leurs objectifs de carrière, où ils veulent aller. J'imagine qu'ils ont aucun intérêt d'être au chômage. Mais souvent, on entend parler des joueurs, des dirigeants ou des coachs ou des spécialistes qui disent que les joueurs français sont trop chers, on réclame trop d'argent. Ça peut rentrer en compte et ça existe et c'est un fait. Moi, je ne les connais pas plus que ça et je ne sais pas où ils en sont dans leur carrière, mais c'est vrai que ça peut rentrer en compte parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus facile en pro A de monter une équipe de joueurs étrangers que de responsabiliser des joueurs français. Et malheureusement, au-delà de la loi pardon, qui a été passée par la LNB, la loi entre guillemets qui autorise à avoir 6 JFL et 4 JFL pardon, et 6 non JFL, je pense qu'il ne faut pas se limiter à la loi, enfin je pense, c'est mon avis, hein, qu'il ne faut pas se limiter à une loi et dire oui c'est comme ça, donc on fait comme ça. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités qui doit se faire en France pour trouver une identité claire et surtout une idée sur l'avenir, quoi. Parce que là, on pense court terme, on pense à comment on va gagner le prochain match, comment on va se maintenir, mais on pense pas à ce qu'on va faire de nos jeunes. Et parce que bon, moi je parle, j'ai 30 ans, il me reste combien, 5 ans à jouer au basket. Je dis pas que je suis en fin de carrière, mais bon, voilà, j'ai T'es fait le tour, t'es on va dans les dire. 2 tiers. Et Il te quand je reste vois encore un certains tiers. jeunes, voilà, on va rester positif, on va dire que tout Encore va un bien, tiers. qu'il me reste encore un peu de temps. Voilà. Voilà, mais globalement, je pense plutôt aux jeunes et à ceux qui sortent des sports et qui ont envie de devenir pro ou qui sont entre 20 et 22 ans et qui galèrent un peu. Hmm. J'ai envie de leur dire, waouh, ça va être dur les gars, il va falloir être bon parce que y a pas beaucoup de coachs ou de clubs qui vont vous dire, allez les gars, je vous mets sur le terrain. Toi, D'ailleurs, il y a une Jean-François. question tout à l'heure, je rebondis là-dessus, j'ai Vas-y, lu une vas-y, question vas-y. là, pardon, le nom est passé, donc je sais plus qui l'a écrit, mais en gros, ça, Bouge pas, ça bouge pas. disait, comment faire pour responsabiliser les joueurs français ou quelle solution, quelque chose comme ça, je crois. Je cherche tout ça. Je cherche tout ça. C'est une question, donc je rebondis dessus, c'est intéressant Quelle qu'on pose une piste question. pour responsabiliser davantage les joueurs français, pardon, c'est Voilà, une mais question de Cédric sur le Pro Bowlers Live. ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça ne doit pas être un dû, on ne doit pas dire on a en France les joueurs français doivent être responsabilisés automatiquement parce Mm. que c'est comme ça. C'est pas là où je veux en venir, mais c'est vrai que sur une évolution des mentalités où peut-être on pense à l'avenir, on pense au futur du basket français, peut-être que ce serait intéressant de dire que les joueurs français, il faut à un moment donné, il faut essayer de les mettre sur le terrain, quoi, parce que ça servira au club à l'avenir, ça servira à l'équipe de France à l'avenir, ça servira à tout le basket français à l'avenir. Et c'est vrai que c'est un peu réducteur de dire bon, il faut se maintenir à tout prix. Allez, on va choper un ricain ou un slogan ou n'importe quoi parce que on se dit que ça va être mieux ailleurs, quoi. Mm. Et je pense que c'est aussi à nos joueurs d'avoir cette mentalité un peu, on va dire, de challenger et de se dire, ben oui, nous, on veut gagner notre place et il faut aussi gagner notre croûte. Parce que je pense que ça manque aussi parfois cette mentalité chez les joueurs de dire, bon, ben, on est des joueurs français, on est des joueurs de complément et tout va bien. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous d'aller gagner notre croûte, hein. Donc je Et pense que c'est aussi faire des sacrifices parce que toi, joueur français, champion de France pro avec l'Asvel en 2016, tu as décidé toi-même de quitter l'Asvel pour pas être numéro 3 ou ouais, numéro 4 et d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Faut avoir quand même des sacrées épaules pour quitter le club comme l'Asvel avec et les projets que l'on connaît, ceux de Tony Parker, une arena dans ces prochaines années avec un gros projet pour le club. Faut être sacrément costaud pour prendre ce choix et pour se dire j'arrête la Pro A, je quitte le club champion de France alors qu'il te restait un an ou 2 ans de contrat. ouais, il me restait un an de contrat quand je suis parti de la Voilà. Juve. Ah, tu parles de l'Asvel, c'est aussi
comment dire, un sacrifice de ta part. Et c'est peut-être aussi des sacrifices que devraient faire quelques joueurs pour retrouver du temps de jeu et se montrer peut-être ailleurs au lieu d'être sur le bout du banc. Ouais, ben, c'était un choix de carrière parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à me dire, bon, bah, à l'Asvel, qu'est-ce que tu vas faire, Edouard? Je pensais aussi à ma carrière, moi, hein, parce que Mm. bien sûr, c'est brillant de jouer à l'Asvel, c'est magnifique, c'est des infrastructures qui sont extraordinaires, tu fais des déplacements de qualité, tout ça, c'est top, quoi. Tu joues à l'Asvel, tu as un joueur d'un des plus grands clubs français. Mais à un moment donné, comme tu dis, j'avais deux meneurs américains, j'allais avoir deux meneurs américains devant moi. Il me restait un an de contrat, certes, mais qu'est-ce que j'allais faire à la fin de cette année de contrat si j'avais passé une année sur le banc de l'Asvel à regarder les deux Américains devant moi jouer au basket. Mm. Donc je me suis dit, voilà, quelle option il s'offre à moi? Et si c'est la Pro B, pourquoi pas? Mais bon, il s'avère que Chaloin s'est montré intéressé, m'a proposé un projet intéressant, puisqu'il me proposait de jouer tout simplement, d'avoir un temps de jeu intéressant. Donc on s'est mis d'accord avec l'Asvel, ça s'est très bien passé d'ailleurs, ils ont été très compréhensifs et il n'y a eu aucun souci. T'en as parlé à Gaëtan Müller, le président exécutif, ou directement au grand président, à Tony Parker? Ouais, mon agent a communiqué avec tout le monde. Ouais. Moi-même d'ailleurs, j'ai eu un retour sympa de Tony Parker qui m'a lui-même directement contacté par message en me remerciant grosso modo du travail que j'avais pu fournir à l'Asvel et bien sûr du titre parce que même si j'ai participé humblement au titre, j'ai quand Ah même bah t'avais le participé un peu. maillot, dès que t'es champion de France. Voilà, voilà. J'ai quand même essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc ils ont été très classe. Quand je leur ai expliqué que j'avais une option ailleurs avec peut-être un projet individuel plus intéressant entre guillemets, ils ont été OK et ils ont cassé mon contrat alors qu'ils auraient très bien pu dire non, t'es sous contrat avec nous, on le garde. Mais je pense ils savaient que c'était intéressant pour les deux parties. Et à ce moment-là, ben, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'était un choix de carrière difficile. Enfin, difficile. Oui, parce que quand tu quittes l'Asvel, c'est difficile. Quand tu as galéré 8 ans en Pro B pour signer à l'Asvel et que tu te retrouves à te dire, bon, mais finalement, je pars au bout d'un an de contrat, c'est vrai que c'est un choix qui peut paraître bizarre, mais c'est vrai que pour ma carrière, je pense que c'était le mieux à ce moment-là. Et c'est vrai que le choix de Chalon-Reims, ça a été quand même un choix intéressant, puisque j'ai eu en arrivant à Chalon-Reims ce que je cherchais en tout cas. Tu arrives à Chalon-Reims pour la saison 2016-2017. Une saison qui se passe plutôt pas mal sur le parquet. En revanche, fin de saison, tu es un peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer par la suite. T'as pas trop de nouvelles du club, donc tu prends Mm. quelle décision à ce moment-là? Attends, je te coupe, on revient sur cette question juste après, parce que j'ai une question de Mathieu qui me Ah, mais demande vas-y, vas-y. excuse-moi, c'est pas poli, mais C'est pas pourquoi grave, ne je te pas le. responsabiliser. Il dit pourquoi ne pas responsabiliser plus les jeunes espoirs français dans des niveaux inférieurs. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et pour moi, d'ailleurs, à ce sujet, c'est une aberration d'avoir trois joueurs étrangers en National 1. Hmm. Ça devrait rentrer en compte par rapport au fait de développer des joueurs français, de se dire qu'on a autant de joueurs étrangers dans les divisions inférieures. Je ne suis pas sûr que dans les autres sports, ce soit comme ça. Et donc voilà, je réponds à cette question. Pour moi, c'est une aberration qu'en N1, il y ait autant de joueurs étrangers, par exemple. D'accord. Et j'avais une autre question, je crois, de Donc tu, Germain. donc tu n'écoutes pas ce que je dis au début du Pro Bowlers Live. Je dis, on fait toutes les questions à la fin, et toi, tu laisses Ah, pas pardon, de. excuse-moi. Tu vois, je t'ai pas écouté. Ok, Ah ma non, ce qu'on faute. va faire. Alors, Non mais la mécanique est très. je reprends ta question Non, 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 non. par. Non, mais vas-y, fais celle que tu as commencé, il n'y a aucun problème. Vas-y, vas-y. Ok, je reviens à Germain et après on finira par les questions. Ma faute. Allez, Alors, go. pourtant je suis meneur, mais tu vois, je t'ai pas écouté. Mon coach, tu vas pas être content du coup. Je te mets une technique. Voilà, technique directe. Direct. Germain qui dit, d'ailleurs, salut Germain, ça fait plaisir de voir que tu es là. C'est aussi une vision à moyen et long terme qui permet de savoir où tu vas aller. Non, évidemment, ça revient à ce que je disais, que ce soit pour les clubs, pour les ligues, pour les fédés, même pour les joueurs. C'est avoir un projet sur du long terme qui est intéressant parce que, comme je te disais tout à l'heure, avoir une vision à court terme, ça t'implique à faire des choix qui sont des choix pas forcément comment dire, subtil, on va dire, Hmm. et notamment aller chercher ce qui est moins cher, ce qui peut être mieux ailleurs, et du coup, moins responsabiliser tes jeunes français ou tes joueurs français parce que tu ne vois pas sur l'avenir. Donc maintenant, on revient à Chalon-Reims, du coup, pas de souci. Non, 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 Ouais. non, je vais faire mon meneur aussi. Il y a un petit message de Romain super sympa qui dit on regrette vraiment que tu sois parti de l'Asvel. Ah, ouais, je Voilà. viens de voir, super, merci Romain, c'est gentil, mais écoute, d'ailleurs, à ce titre, j'ai été super touché quand je suis revenu jouer à l'Asvel parce que finalement, j'avais joué qu'un an là-bas, et je suis revenu jouer là-bas avec Chalon-Reims l'an dernier. Et j'avais une banderole dans les tribunes, les supporters, les Green Goons, les gars, Ouais. top. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que quand tu joues un an dans un club, tu te dis pas que tu vas partir et laisser des traces. Et même si j'ai joué, comme je disais, de façon très, très humble, mes petites 15 minutes par match, mais finalement, je vois que les gens m'ont bien apprécié, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, mais je pense que pas mal de joueurs français se diraient 15 minutes par match à l'Asvel. On est d'accord, On est je d'accord. prends. Chalon-Reims, l'année dernière, saison, tu Ouais, tournes à 5,3 de moyenne de 5,3 points par match. Ça se passe, je le disais tout à l'heure, plutôt bien sur le parquet. Et puis à la fin de la saison, bon, tu en as largement parlé à l'intersaison, mais
dans la presse écrite, donc dans la presse, bah voilà, c'est peut-être un petit peu réduit tes propos. T'attendais une réponse du club à l'époque, savoir ce qu'allait se passer à l'intersaison, savoir si tu repartais pour une autre saison. Ouais, en fait, c'est même plus compliqué que ça, parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand j'ai signé à Chalon-Reims, Hmm. le deal, Tu peux en boire du gros, hein. thé si tu veux, hein. Non, ça va, c'est bon, j'ai pas soif, merci. Me fais-toi plaisir. Mais ouais, le deal, quand j'ai signé à Chalon-Reims, c'était grosso modo, bon, Edouard, tu signes un an, pour l'instant, et rapidement dans la saison, Hmm. ils avaient discuté avec mon agent, et le deal, c'était si ça se passait bien rapidement dans la saison, de renégocier un contrat sur de longue durée, quoi. Ils voulaient s'engager, a priori, sur de la durée avec un joueur français en qui ils faisaient confiance. Donc bon, écoute, moi, sur le papier, ça me plaisait, puisque c'était en gros faire mes preuves et me réengager avec eux derrière. Hmm. Et ça me faisait mal d'avoir fait déjà d'ailleurs qu'un an à Lasvel, parce que avant, j'avais fait 4 ans et 4 ans dans un club. Donc j'étais plutôt un joueur de club, on va dire, et qui restait longtemps. Le Portel est Donc Fos-sur-Mer, pour la petite mémoire. voilà, le Portel et Fos-sur-Mer, j'avais fait 4 ans au Portel 80 Fos, et c'est vrai que un an à Lasvel, bon, c'était un peu particulier pour ma carrière. Et du coup, en signant à Chalon, je me suis dit, fais tes preuves, Edouard, et derrière, écoute, tu, tu resteras avec eux et tu pourras t'engager peut-être sur 2 ou 3 ans et essayer de grandir avec le club, quoi. C'est aussi comme je dis, je parle toujours de projet à long terme, mais je pense que dans une carrière de basketteur, c'est aussi intéressant il y en a qui pensent peut-être court terme, prochain contrat, prochain feuille de salaire, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à voir sur le futur. Bref. J'écoute pendant la saison, ça se passe plutôt bien, notamment très bien les 3 ou 4 premiers mois, puisque j'avais bien gagné ma place, je jouais bien de 20 minutes par match, j'avais des stats très intéressantes, je pense, par rapport à mon temps de jeu. Hmm. Et l'équipe, au début de saison en tout cas, tournait plutôt bien. Ça m'a valu d'ailleurs une place au All-Star Game, même si elle a été controversée par certains. Globalement, ça m'a valu une place au All-Star Game. Ouais, tu Et étais. voilà, j'y étais, ouais, carrément. Et bon, derrière, j'ai eu un petit souci de blessure qui m'a bien freiné, puisque j'ai joué longtemps avec un souci au genou, qui a fait que j'ai pas joué à 100% et j'aurais d'ailleurs dû m'arrêter peut-être plus tôt, mais bon, ça, après, c'est un autre souci. Donc, du coup, je me suis arrêté au mois de février, je me suis fait opérer et j'ai galéré pour revenir au mois d'avril pour jouer les 5 ou 6 derniers matchs. Donc, c'est vrai que la deuxième partie de saison a été un peu plus compliquée, mais globalement, à tous ces moments de la saison-là, j'étais en contact direct avec les dirigeants Hmm. qui me disaient régulièrement, Edouard, on va discuter, nous, on est content de toi, on va discuter, quoi. Donc, écoute, quand ça se passe comme ça, tu te dis que t'attends et bon. J'étais peut-être un peu bête, j'aurais peut-être dû être un peu plus ferme et dire non, allez les gars, on y va maintenant, ou alors on n'y va pas du tout, mais bref, j'ai attendu. Pour arriver en fin de saison où il y a eu un couac avec l'entraîneur, où du coup Nico Antic a été limogé. Hmm. Ça a été compliqué apparemment, du coup ça a pris pas mal de temps avant de lui le licencier et trouver un autre entraîneur. Du coup, moi, pendant tout ce temps-là, en gros, les dirigeants me disaient qu'ils voulaient me garder, que c'était super bien. Même si la saison était finie, moi, du coup, j'attendais et je savais que j'étais en fin de contrat. J'attendais ce qui allait se passer et finalement, il y a le nouvel entraîneur qui est arrivé au 10 juin, je crois. Ouais. Donc moi, ça faisait déjà 3 semaines que j'attendais. Vu que mon agent n'avait pas de nouvelles, on se demandait ce qui se passait, ou très peu de nouvelles, à part on va te signer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et au final, écoute, quand le nouveau coach est arrivé, d'un seul coup, ça s'est très très vite mal fini, on va dire, puisque même si lui, il m'avait dit en direct qu'a priori il voulait me garder, qu'il comptait sur moi, en tout cas, je l'ai eu en direct, c'est ce qu'il m'a dit. Derrière, ça s'est mal fini et finalement, j'ai jamais eu de nouvelles. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal parlé dans la presse par rapport à ma déception, tout ça, c'est un fait, mais j'ai eu pas mal d'échos, de retours qui me disaient oui, Edouard Choquet, si Chalon-Reims ne l'a pas gardé, c'est parce qu'il demandait beaucoup trop d'argent, il avait été All-Star Game, son agent demandait sûrement trop d'argent, comme tous les joueurs français, etc. Mhm. etc. Je reviens là-dessus, hein, mais c'est que moi, ça m'a touché parce que le deal que moi je voulais, c'était pas du tout d'être augmenté financièrement, c'était juste de garder au moins le même salaire, sachant que j'avais fait une bien meilleure saison que ce que j'avais fait à Lasvel, donc a priori j'aurais pu même demander une augmentation. Mais le même salaire m'aurait suffi. J'avais juste demandé d'être signé sur au moins 2 ou 3 ans pour m'inscrire sur de la durée. Donc le club m'a proposé à demi-mot une baisse de salaire sur un an. Donc à ce moment-là, j'ai dit les gars, c'est que vous voulez pas me garder, tant pis, on passe à autre chose, quoi. Maintenant, j'aurais préféré que ce soit fait dès le début et que moi je puisse avancer de mon côté plutôt que d'espérer et d'attendre après quelque chose qui n'allait pas arriver, quoi. Voilà, Tu pour faire rebondis, simple.
tu rebondis à Fos-sur-Mer cette Mhm. année. Tu as signé 2 ans à Fos. Ouais. Un club qui t'a plutôt réussi parce que tu y as joué entre 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. Première saison, tu tournes à 11,7 de moyenne par match, à 10 sur la deuxième saison et quasiment à 9,6 sur la troisième saison. C'est plutôt pas mal comme club. T'espères les mêmes stats pour les 2 prochains contrats, les 2 prochaines années? Ben, c'est-à-dire que là, je vais t'avouer que je pense pas tellement stade, je pense plutôt monter. Parce que c'est clairement mon objectif. Si je suis revenu à Fos, si j'ai signé 2 ans, c'est pour essayer de monter en Pro A. C'est pas pour être à 15 points par match. Même si je suis à 15 points par match et que l'équipe Tu gagne, ça me préfères va être à très bien. 2 points en Pro A qu'à 15 en Pro B, quoi. Évidemment. Voilà, exactement. C'est un peu l'idée. Bon, 2 points, c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Ouais, on va dire Mais 5, allez, 5. pour caricaturer, je préfère que mon équipe gagne et que je marque 8 ou 9 points au lieu de 14 avant et qu'on monte en Pro A plutôt que d'être à 15 points et que je termine 12e du championnat. Donc ça, c'est clair et net. Et je pense qu'on est tous, enfin j'espère en tout cas, on est tous dans cette optique-là. Tous les joueurs qui ont signé à Fos cette année, on a tous signé, ou la plupart signé sur 2 ans. Donc c'est pour avoir un projet sur, encore une fois, sur, en tout cas du moyen terme, on va dire. Mhm. Et pour essayer de monter en Pro A. Donc même s'il y a des grosses écuries en Pro B, c'est clairement l'objectif. Et c'est aussi pour ça que, au-delà de l'aspect affectif, parce que c'est un club que j'apprécie, un entraîneur que j'apprécie et une région que j'apprécie aussi, il y a le côté sportif pur et qui fait que moi j'ai envie de monter en Pro A et que monter avec mon club de Pro B en Pro A, pour moi, ce serait vraiment une réussite et j'ai envie qu'on y arrive, quoi. Le projet avec Fos pour ces 2 prochaines années, qu'est-ce que t'ont dit les dirigeants du club en termes de jeu? T'es meneur numéro un, t'as un vrai rôle dans l'équipe, c'est toi le boss entre guillemets, ou vous êtes tous à la même enseigne, si tu me permets l'expression. Bah, j'ai signé pour être un joueur majeur de l'équipe, ça c'est évident. Maintenant, on a la chance d'avoir un effectif qui est quand même très intéressant, en tout cas sur nos 9 pros. C'est-à-dire que nous, on tourne à 9 pros cette année, donc c'est 9 joueurs qui peuvent quasiment tous être titulaires en Pro B. Parce que si on prend sur mon poste, l'autre meneur c'est Xavier Gaillou, qui était Hmm. jusque-là un des joueurs majeurs de Fos à 25 ou 30 minutes par match. Donc je pense que si on a signé tous les deux, c'est aussi parce qu'on est prêt à faire des concessions là-dessus et dire que peut-être qu'on va jouer un peu moins ou différemment, mais que sur les 20 ou 25 minutes qu'on va apporter chacun, c'est pour être intense et faire que l'équipe n'aura jamais de baisse de régime et qu'à la fin on montera en proie. Et je pense qu'on a tous les deux intérêt aussi à aller dans ce sens-là et à jouer pour l'équipe parce qu'à un moment donné, ce qui fait qu'une équipe réussit à la fin et est championne, c'est aussi parce que il faut savoir mettre parfois son ego de côté et dire que ouais, peut-être que je vais jouer que 25 au lieu de jouer 35, peut-être que je vais marquer 9 au lieu de marquer 15, Hmm. mais au final, mon équipe sera en Pro A et l'autre elle sera en Pro B, quoi. Je sais Donc, que t'aimes bien les questions. Alors les questions, elles arrivent pendant le Pro Bowlers Live. Il y a une je vois question ça. de Will Dix qui te demande pourquoi Limoges n'a pas voulu de toi. Ah, et c'est une question qui tue, ça. Ah bah, c'est du Euh, live, hein. ouais, c'est du live, ouais. Non, non, Limoges n'a pas voulu de moi. Écoute, honnêtement, j'ai été en contact avec Limoges cet été, ça c'est sûr. J'ai eu un contact avec eux. Maintenant, le souci avec Limoges, c'est qu'a priori, ils partaient sur l'idée d'avoir 2 meneurs américains. En tout cas, un meneur américain et un meneur arrière américain. Mhm. Et ils n'avaient pas non plus beaucoup de place en termes de temps de jeu et en termes de budget, malheureusement, sur leur meneur français. Donc au final, bah, écoute, il faut assumer, mais c'est vrai que même si j'ai un salaire qui est décent pour la Pro A Pro B, sans faire des folies, Limoges proposait beaucoup beaucoup moins. Donc à un moment donné, malheureusement, on est aussi des hommes et on a une famille et que voilà, j'allais pas retourner à Limoges pour jouer pour 2 fois moins et même si c'était Limoges. Ouais. Donc voilà, je l'assume totalement et on parle pas des salaires mirobolants encore une fois, on parle de choses tout à fait humbles hein, et voilà, c'est pour ça que je suis pas signé à Limoges. Tu parles de famille parce que quand tu changes de club, toi, Édouard Choquet, t'es pas tout seul à faire les Mm. valises. Tu es marié, tu as une épouse, tu as 2 petits bonhommes, un de 4 ans et un beaucoup plus jeune, quelques mois, je crois. 8 mois, ouais, 8 mois. Ouais. Donc, quand tu signes 2 ans à Fos cette année, il y a aussi un vrai projet sur la durée parce que ton Mm. épouse est infirmière. Donc, quand on bouge comme ça de région en région avec les petits, il y a l'école à gérer, il y a les boulots à gérer. Donc, toi, c'est facile parce que bah, tu signes un contrat, donc on vient te chercher, on t'emmène dans la région. Mais c'est, ouais, un projet à long terme de vie de famille. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est facile la vie au quotidien avec un basketteur pro parce que tu es toujours parti, jamais rentré? Je parle des Mm. week-ends évidemment. Donc Ouais. par rapport à tes petits bouts, par rapport à ta femme, raconte-nous un petit peu ton quotidien. Ouais, c'est une bonne question d'ailleurs parce que c'est rare qu'on on nous parle de ça et c'est vrai que le côté familial chez un sportif pro c'est compliqué à gérer.
Donc en effet, pour revenir à ta première question, le choix de fausse, c'est aussi un choix de long terme familial, on va dire, enfin de long terme, même si c'est que 2 ans, enfin pour l'instant 2 ans, c'est du moyen terme familial et ça permet aussi de se dire que sur 2 ans, normalement, on ne devrait pas trop bouger et pouvoir avancer sereinement, on va dire. Mais c'est vrai que la vie de sportif, pour une famille globalement, quand tu as des enfants et une femme qui essaie de travailler, c'est assez compliqué. Hmm. Et c'est aussi une chance que j'ai, c'est qu'ils sont prêts à faire des sacrifices pour moi. C'est-à-dire que moi, quand dans les parties de fosse, ma femme avait une situation qui était super sur fosse. Elle travaillait super bien, elle avait été rentrée dans un cabinet d'infirmière, c'était nickel quoi. Et à ce moment-là, ben, quand je dis l'Asvel me contacte, c'est la chance de ma vie, qu'est-ce qu'on fait? Et ben elle m'a dit vas-y on y va, c'est pour toi quoi. Donc c'est un sacrifice qui est énorme je trouve et c'est vrai que c'est une chance qu'on a, je pense, d'avoir des femmes et des enfants qui sont prêts à suivre le mouvement toujours et c'est vrai que c'est bien et bon elle m'a suivi à Lyon, elle a travaillé à Lyon et elle a dû redémissionner pour aller à Reims, tu vois, donc c'est des trucs dans la vie de tous les jours ça n'existe pas forcément. Ouais. En tout cas c'est clair qu'elle fait beaucoup de sacrifices pour moi. Maintenant elle sait qu'aussi la carrière c'est court hein, à 35 ans, 36 ans, 37 ans au mieux on arrête et il faut faire autre chose. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra plus se poser et avoir une vie de famille, on va dire, plus classique. Mais c'est vrai que ouais, la vie de famille, même les enfants, je vois mon petit Elliot qui a 4 ans qui rentrait à l'école l'an dernier à Reims. Il rentre en petite section, il a commencé à avoir ses petits copains, tout ça, et finalement, qu'est-ce qui arrive? Il faut changer d'école, changer de copains, c'est compliqué quoi. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est aussi des choses qui font qu'on grandit en famille, on apprend, on a des défis tous les jours, et c'est vrai que déménager, changer de vie, changer de travail, c'est toujours compliqué, mais ça fait aussi qu'à la fin on est peut-être un peu plus fort et que aussi pour les enfants, on a remarqué que c'était aussi intéressant par rapport au fait qu'ils sont très ouverts du coup et ils peuvent très très vite se faire des copains partout et très ouverts à la discussion. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça fait qu'ils sont peut-être moins timides. Mais c'est Le, vrai le, que c'est un sacrifice familial qui est important et qui à la fin quand même compte dans la balance quoi. le petit Elliot, il a 4 ans. Dans une dizaine d'années, il va commencer à bourlinguer un petit peu, sortir le samedi après-midi. Si un jour Elliot te dit, papa, je veux devenir basketteur professionnel, avec ton recul, avec ton passé de joueur pro, qu'est-ce que tu dis à Elliot? Tu dis à Elliot, si tu pouvais choisir un autre métier, ça m'arrangerait, ou au contraire, tu le laisses vivre sa passion et tu dis, bah écoute, vas-y, et puis advienne que pourra. Euh, Question compliquée. Question Ah bah ouais, compliquée. mais question, Après, question, après, question, question qu'un papa doit se poser, parce que forcément, bien sûr, Elliot, ouais. Et puis c'est s'il te prend comme exemple, il va peut-être un jour te dire ça, ou même le deuxième. bien sûr, c'est intéressant ouais, parce que souvent je donne mon avis. D'ailleurs, on me le demande pas toujours, mais je donne mon avis et je critique parfois des choses un peu sur tous les flancs. Mais c'est vrai que je vais pas cracher dans la soupe non plus. Une carrière de basketteur, c'est quand même un rêve éveillé hein, quand c'est une passion le basket depuis toujours et que tu peux te retrouver pro et vivre de ta passion, c'est quand même incroyable. Hein, ça on peut pas le nier. Maintenant, malheureusement, dans le contexte actuel, je souhaite à peu de jeunes d'essayer de percer en France, malheureusement. C'est terrible, mais ça va être dur pour eux, de plus en plus dur. Je pense que c'était moins dur pour nous que ce que ça ne sera pour eux. Si ça continue comme ça, en tout cas, par rapport encore une fois à la concurrence qui vient d'ailleurs et Mm. au fait que les mentalités sont assez peu ouvertes encore à faire confiance à nos jeunes et on a ce manque d'identité un peu. Donc c'est vrai que, est-ce que je lui dirais de faire du basket? Oui, s'il aime ça, si c'est sa passion, qui poursuit ses rêves, peut-être qu'il finira en NBA, hein, on sait jamais, mais c'est vrai que si c'est pour être un joueur qui galère et qui se retrouve au chômage à 22 ou 23 ans ou 24 ans sans faire d'études et que voilà, il galère pour gagner sa vie et c'est compliqué. Donc c'est vrai que je préférerais qu'il fasse des études quoi. Si m'assure qu'il fait des études à côté, ça ira quoi. Ça ira. Elliot Choquet, ça claque pas mal quand même en NBA. Enfin, je trouve cette année Ouais, c'est pas mal. adversaire. Ouais. Elliot, Ouais. on n'a pas fait exprès de prendre un prénom à consonance un peu, mais c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Tu vas commencer demain, Edouard, la Leaders Cup Pro B face à Aix. La Pro B, le championnat régulier, ce sera le 13 octobre. Ça, c'est une nouveauté hein, depuis quelques saisons. Il y a, je dirais, un championnat avant le championnat pour vous qualifier pour la Leaders Cup Disneyland Paris LNB courant février l'année prochaine. Ça a chamboulé pas mal de choses pour vous par rapport à la préparation, de se dire on se fait un mini tournoi au début de la saison et puis après on doit rejouer quelque chose d'autre. C'est la Mhm. même, vous appréhendez le championnat de la même façon ou pas du tout? Bah, c'est un peu compliqué. C'est vrai que par rapport à où ça se passe dans le calendrier, c'est en fin de prépa comme ça. On se dit que c'est un long chemin pour arriver au bout. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que se dire que c'est un très long chemin pour arriver au bout. Et au final, si c'est pour se faire avoir en demi-finale et avoir joué tous ces matchs en plus pour au final que ça ne sert à rien, c'est un peu compliqué. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs ma dernière saison à Fos.
où on va jusqu'en demi-finale, on perd le match retour à Souffle, du coup on se qualifie pas. Et quand on avait un effectif réduit à l'époque avec pas mal de blessés, et c'est vrai que sur une saison c'est compliqué d'aller jouer des matchs en plus si ton effectif est réduit et qu'au final à la fin ça te rapporte rien. Donc c'est vrai que c'est compliqué à appréhender. Maintenant là cette année on a la chance d'avoir un effectif un peu plus important. Et donc voilà, il faut le prendre comme sérieusement parce que c'est vrai qu'à la fin, si tu vas au bout, tu as quand même une place en playoff assurée et ça t'enlève une forme de pression pour toute la fin de saison. Même si nous, on espère faire les playoffs, voire terminer premier si on peut. Donc voilà. Hmm. Mais c'est une compétition qu'on va jouer à fond de toute façon. Et on nous la propose. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas mal, pas boycotté, mais pas mal remis en question. Les entraîneurs, les joueurs disaient bon, bah, on va pas jouer, on va s'en servir comme match de prépa. Et je pense que tout le monde commence à avoir un peu l'intérêt, même si c'est un long chemin, un long cheminement pour arriver au bout. Finalement, l'intérêt quand même, si tu gagnes tes 2-3 premiers matchs de poule, tu peux vite être en quart de finale et c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc voilà, il faut la prendre sérieusement et c'est aussi un bon moyen de se jauger sur des matchs officiels, on va dire, pour préparer la saison régulière. Donc finalement, on le prend avec un peu de positif. J'ai 2 questions à te poser sur le Ouais. proballerslive.fr. Tu veux une question qui va faire le buzz ou une question pour le moment assez cool? Bah, on fait une de chaque si tu veux. Eh ben, de toute façon, tu n'avais pas le choix. Ouais, On va d'abord faire la question un petit peu cool. je savais que tu allais piéger. Comment allier les études et le basket pro? Une question de Camille. Alors ça, c'est pas compliqué du tout. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, enfin, ça ne l'est pas du tout. Si vraiment tu es motivé pour suivre quelque chose qui t'intéresse à côté du basket, avec les temps entre guillemets libres qu'on a en termes de sur une journée finalement, on s'entraîne le matin et le soir. On fait 2 heures, 2 heures et 2 heures au maximum par jour. Allez, si on fait de la muscu, on peut faire 5 heures par jour. Sur une journée, ça laisse pas mal de temps libre. Idem pour les déplacements où parfois on a des 8 heures de bus, 7 heures de bus où ça te laisse pas mal le temps de faire pas mal de choses. Donc au-delà de ça, au-delà du temps qu'on a de libre pour travailler, je pense qu'il y a pas mal de structures maintenant, notamment via le SNB, qui Syndicat sont mis en national place. des basketteurs, ouais. Ouais, le syndicat national des basketteurs qui sont mis en place pour aider les joueurs justement qui cherchent à penser à leur reconversion. Et tu peux faire plein de choses quoi. Même moi, enfin moi j'ai suivi quelque chose qui est pas forcément via le SNB, mais je l'ai fait par le passé. Et avec les cours en ligne, avec Internet, avec tout ça, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc globalement, si tu es motivé par quelque chose et si quelque chose t'intéresse, c'est vraiment pas compliqué de suivre des cours. Une autre question, et là je ne fais Ah, juste mon métier, je répète ce que je vois, je pense que ta réponse va faire un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux. Une autre question de Will Dix qui te dit pourquoi Stephen Brun ne t'aime pas? oh là là, la question qui veut faire le buzz. Mais écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Et Stephen, Will si tu nous Dix. regardes, moi j'ai rien contre toi. C'est une question de Will Dix pour Edouard. Ouais, super question, Will Dix. Bah écoute, je savais pas qu'il m'aimait pas déjà à la base. Je l'ai découvert récemment parce que j'ai pas réussi, pardon, à lire un tweet qui avait été retweeté par une autre personne, un autre journaliste en fait, et j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai compris plus tard qu'en fait j'avais été bloqué sur Twitter par Stephen Brown. Du coup, j'ai fait un petit truc Facebook, une petite publication comme j'aime bien faire, histoire de faire monter la sauce un peu, on va dire. Et j'ai vu récemment d'ailleurs qu'il m'avait pris à partie dans une de ses émissions à la télé j'imagine encore une fois, pour faire du buzz et pour faire voler le débat le plus bas possible, j'ai l'impression, parce que ça n'avait aucun intérêt et finalement sa position devrait l'aider plutôt à faire avancer le basket plutôt qu'à critiquer des joueurs à tout va. On avait eu une petite embrouille au sujet d'un ancien coéquipier que j'ai eu qui s'appelle Nico Dejon Hmm. l'an dernier sur Twitter où c'était parti un peu en cacahuète, mais gentiment, hein, aucune insulte, rien de méchant, juste 2, 3 petites punchlines gentilles. Voilà, la question c'est pourquoi il m'aime pas. Qui m'aime ou qui m'aime pas, à la limite ça m'intéresse pas tellement, mais je pense, j'ai pas de leçon à lui donner, mais je pense que si sa position maintenant de haut consultant au basket français pour la Pro A devrait lui donner le droit d'essayer de faire avancer le basket français plutôt que de tailler à tout va et voilà. C'est juste ce que j'ai à dire. Voilà, ça sert à ça, Pro Bowlers Live. On vous donne la parole pour donner un petit peu votre avis, pas pour créer la polémique, mais voilà, pour avoir un petit droit de réponse. Je vais te laisser dans quelques instants retourner faire un bisou petit, parce que je pense qu'à 20h10, ils vont pas tarder à se coucher. Ça y est, ils sont Euh, déjà au dodo, t'inquiète. Ils sont déjà au dodo? Bon, super. Bah, tu vas Ouais. peut-être dîner avec madame? Oui, oui, ça c'est par contre, oui, c'est Ça intéressant. c'est prévu. Juste Ouais. avant de te laisser, Edouard, choqué, on va quitter un tout petit peu la sphère du ballon orange et je vais te demander un coup de cœur et un coup de gueule en ce moment, mais vraiment de manière générale, dans la politique, dans la vie quotidienne, voilà,
Qu'est-ce que Céline Dumerc, qui avait fait un Pro Bowlers Live avec nous, avait dit ce qu'il aurait pile, c'est de voir les gens jeter des papiers par la fenêtre sur les routes. Ça aurait Ouais. pile Céline Dumerc. Moi, je te demande ce soir un coup de gueule et un coup de cœur. Tu es en direct sur Pro Bowlers Live, donc on t'écoute. Alors pour mon coup de cœur, je pense à quelque chose directement là. C'est une association que je connais qui est dans la région de Marseille en fait, et avec qui je suis assez proche et assez impliqué notamment. C'est une association qui s'appelle Sourire à la vie. Et cette association, elle est parrainée par Grand Corps Malade. Hmm. Et en fait, elle vient en aide aux enfants malades du cancer via les bienfaits du sport et de la préparation physique. Donc c'est un peu lié directement au sport et en plus, et voilà, ils font une action super. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font et ils les emmènent aux quatre coins du monde. Et voilà, donc en termes de coup de cœur, j'ai pas mieux sur le moment là. Je pense que cette association me fait vraiment chaud au cœur et j'ai hâte d'y retourner d'ailleurs pour essayer de travailler un peu avec eux. Ouais. Coup de gueule, c'est compliqué, coup de gueule, j'en aurais tellement. Non, je rigole. Coup de gueule, c'est sur. Malheureusement, je vais revenir au basket, mais parce que j'aimerais que ça avance beaucoup mieux que ce que ça avance. Et comme je disais tout à l'heure, un sport en France qui est le deuxième sport co, qui a 660 000 licenciés et qui n'arrive pas à percer avec chacun qui prêche un peu pour sa paroisse et personne qui n'avance dans le même sens. Ça me fait mal au cœur. Et c'est vrai qu'on parlait d'études tout à l'heure et je fais des études actuellement pas à ce sujet vraiment, mais globalement autour du basket et tout ce qu'il y a autour du basket. Globalement, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait, même si c'est encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Hein. Je veux pas non plus passer pour la science infuse, c'est pas le but. Mais voilà, j'aimerais que notre basket, qu'on aime tous tant, je pense, ça c'est là-dessus on est d'accord, je pense, tout le monde aime le basket. En tout cas, tous ceux qui suivent ces sites et voilà et ces Facebook, on va dire. Eh ben, j'aimerais qu'on avance tous dans le même sens et qu'on essaye de faire que notre sport devienne, si c'est pas le numéro un, parce que ce sera compliqué de devenir le numéro un, au moins le deuxième sport en France et qu'on passe à la télé et qu'on nous aime, quoi. Edouard Choquet, c'était ton Pro Bowlers Live en direct de chez toi à Fos-sur-Mer avec les petits qui sont déjà au dodo. Ton épouse Ouais, t'attend pour dîner. Alors, on va te souhaiter une belle saison c'est en gentil. Pro B, en Leaders Cup Pro B face à Aix demain et puis le week-end du 13 et Hum. 14 octobre avec une rencontre, un déplacement à Blois pour vous en championnat régulier C'est dans la ça. toute nouvelle salle de Blois. Merci en tout cas, Edouard, d'avoir été avec nous. Bah Je écoute, à t'explique comment toi. quitter le live. Il y a marqué Edouard Ouais, Choquet en dis-moi. haut Ouais, je du vois. live. Il y a la petite croix. Je te laisse appuyer sur la croix et je te dis merci Edouard, à très bientôt. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Et juste pour finir, grosse félicitations à Pro Bowler, c'est à tout ce que vous faites là parce que merde, attends, au-delà des visuels que vous envoyez par rapport aux joueurs, tout ça, cette initiative est super, je pense. Et c'est bien de pouvoir laisser parler des joueurs ou même ce sera peut-être des coachs plus tard, peu Ouais, importe. il y aura du coach, il y aura Tous du les, joueur. C'est juste une tous les plateforme acteurs du d'échange. basket, Voilà. c'est sympa et ça sort des cadres et je pense que ça fait du bien au basket français. Voilà, petit Eh ben big up. merci. Salut. Voilà. Salut Edouard, à Ciao. bientôt. Ciao. Ciao. Vous avez aimé ce Pro Bowlers live, celui d'Edouard Choquet. Vous pouvez le retrouver en intégralité dans quelques minutes sur la page Facebook probowlers.fr. Et puis, on va sortir de trois punchlines par rapport à l'interview d'Edouard. Si vous avez aimé l'émission, comme d'habitude, vous la partagez, vous la likez, vous la mettez un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis, un message pour terminer ce Pro Bowlers live. Boris Diaw, il est connecté là. Je vois qu'il est connecté avec nous. Malheureusement, Boris, on va pas pouvoir te prendre ce soir. Ça aurait été sympa de t'avoir en direct, mais la fibre et la connexion Internet du côté de Paris et de Levallois, ça marche pas très bien visiblement. Donc on espère t'avoir très prochainement. En tout cas, les amis, merci d'avoir été très nombreux encore à nous suivre ce soir. Et puis n'oubliez pas que le Pro Bowlers Live, c'est juste l'actualité du basket français, un sport que vous aimez, qu'on aime tous, et puis voilà, dont on parle ensemble en direct. Voilà. Salut, merci beaucoup. À très vite. Ciao.